Bonjour et bienvenue sur Art Addict. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une de mes pièces de théâtre préférées, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Alors ça fait plaisir de vous en parler aujourd'hui parce que cette pièce de théâtre, elle me suit depuis plusieurs années, que ce soit par rapport à sa grande histoire d'amour ou par rapport au personnage emblématique Cyrano de Bergerac. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette œuvre, ça parle tout simplement du personnage éponyme, Cyrano, poète, bretteur, guerrier très féroce, qui est follement amoureux de sa cousine Roxane, une jeune femme noble, orpheline, assez précieuse, très intelligente, qui aime les belles lettres. Mais cette dernière, en revanche, aime un autre jeune homme qui se nomme Christian, baron de Neuvillette. Notre personnage principal voilà, je vous ai un petit peu dit ses particularités, mais il en a une physique qui en fait est la particularité qui le rend si connu et si reconnaissable, c'est qu'il a un grand nez. Ce nez, c'est la cause de sa laideur. En gros, c'est ça. Et Cyrano de Bergerac, c'est un sacré morceau dans l'histoire du théâtre et surtout pour nous, chers Français, c'est une de nos plus belles pièces du répertoire. Et surtout, c'est que ça fait très longtemps qu'elle a été créée. Et la légende raconte qu'encore aujourd'hui, chaque soir, il y a cette pièce qui est au moins jouée une fois dans le monde. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est très connue et à quel point au moment où cette pièce est sortie, ça a fait un succès tonitruant. Pour faire cette vidéo, je ne savais pas trop comment m'y prendre parce que je pourrais en parler 20 heures d'affilée de cette pièce de théâtre. Mais je me suis dit, on va commencer par le début, c'est-à-dire parler de l'auteur et ensuite on va découvrir la pièce ensemble parce que avant tout j'ai un regard de grande passionnée là-dessus et j'ai envie de vous le faire découvrir. Rebonjour, c'est la Eva du montage. Alors après mûre réflexion et beaucoup trop d'heures de montage, j'ai décidé de scinder cette vidéo en deux. Donc là, vous allez avoir les deux premières parties, là où je parle de l'auteur et du contexte de la pièce. Et vous aurez une autre vidéo où je parlerai de l'œuvre dans son entièreté. Voilà, bon visionnage! Edmond Rostand est né le 1er avril 1868 à Marseille et il vient d'une ancienne famille bourgeoise très importante de la ville. Pour vous donner un exemple, son arrière-grand-père, c'était tout simplement le maire. Voilà, bon, ça pose un petit peu les bases sur l'importance et la richesse de cette famille. D'ailleurs, la devise de la famille, c'est « ils ont agi et ils ont chanté ». Bon, résumé, on réussit tout, quoi. Enfant solitaire, peu bavard et élève brillant, il réalise ses études de littérature où il va y griffonner ses premiers vers, ses premiers poèmes, qui vont être bien sûr les prémices de sa passion naissante. Et petite anecdote d'ailleurs, dans ce collège, Edmond a un pion qu'on surnomme Pif Luisant parce qu'il a un énorme nez. Le surnom voulait un peu tout dire. Et d'ailleurs cet homme-là l'a pas mal inspiré pour Les Musardines, donc des poèmes qu'il a écrits plus tard, et un autre personnage assez connu, Cyrano. Comme quoi, le quotidien, c'est vraiment une source d'inspiration infinie. Et en seconde, il a une première révélation lors d'un cours de français sur le chapitre de Théophile Gautier, plus précisément sur Cyrano de Bergerac. Je vous fais une petite parenthèse, mais donc il y a eu un autre Cyrano avant, et surtout, le premier Cyrano, c'est un personnage qui a réellement existé, donc Savinien de Bergerac, qui devait être à la base une figure totalement oubliable et oubliée, mais qui était un écrivain français. Mais on connaît très peu de choses sur lui, à part qu'il était assez féru de philosophie. Tout simplement parce qu'il était philosophe. Ensuite, notre cher Edmond part à Paris pour y faire des études de droit. Alors, cette direction, c'est pas vraiment lui qui l'a voulu, mais c'est plutôt son père qui souhaitait faire de lui un vrai diplomate. Donc, Edmond fait sa licence et après s'inscrit au barreau. Mais malheureusement pour son père et heureusement pour nous, Edmond arrête ses études-là et se lance dans sa passion, la littérature. Et ça commence avec la poésie. Il faut savoir que sa famille, qui est très riche, je le rappelle, a l'habitude de séjourner à Luchon pendant l'été. Voilà, chacun ses étés. Et pendant l'année de 1888, Edmond fait la rencontre de Rosemonde Gérard. C'est une grande poétesse qui va beaucoup l'inspirer pour ses œuvres et notamment sur le thème de l'amour. Il l'épouse en 1890. Alors cette femme, elle fait partie des figures féminines artistiques oubliées et pourtant elle a fait pas mal de poèmes qui sont très beaux et facilement trouvables, voilà, si vous êtes un peu curieux. Et surtout, elle est maintenant majoritairement connue, en tout cas pour les personnes d'un plus large public, vraiment que pour être l'épouse d'Edmond. Alors que franchement, cette femme, si elle n'avait pas été là, Cyrano de Bergerac n'aurait tout simplement pas existé. Pourquoi ? Bon, encore une fois, petite anecdote, il y a un petit journal intime qui a été retrouvé d'elle. Et en fait,
Pendant l'écriture de Cyrano, Edmond, bon, comme je vous l'ai dit, voilà, quelqu'un d'assez timide, assez réservé, aussi quelqu'un de très sensible, voilà, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais surtout, pendant son écriture de Cyrano, il n'était pas du tout sûr de lui. Donc, ce qui est décrit parfois par Rosemonde dans son journal, c'est que il griffonnait pas mal, mais il finissait par chiffonner ses notes et les jeter à la poubelle. Rosemonde, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a récupérées et elle les a conservées. Donc ça a permis de garder les notes et de pouvoir après continuer la création de cette œuvre. Donc voilà, merci Rosemonde. Rosemonde et Edmond Rostand auront 2 fils, Maurice né en 1891 et Jean né en 1894. D'ailleurs, en 1894, il crée les Romanesques à la Comédie Française, ce qui est un grand succès. Et pendant cette même année, il écrit La Princesse lointaine, faite exprès pour l'actrice Sarah Bernard, reine de l'attitude et princesse des gestes, selon ses propres mots. Les mots d'Edmond, hein, pas de Sarah. Alors Sarah Bernard, pas n'importe qui. Il y en a un du monde connu dans la vie d'Edmond. Hein. Sarah Bernard, c'est un petit peu, même pas un petit peu, c'est carrément notre première star nationale française. Grâce à l'invention de la photographie, il y a beaucoup de comédiens, notamment Sarah Bernard, qui ont pu devenir des stars médiatiques. Notre chère Sarah, donc grande actrice, hein, surnommée La Divine ou La Voix d'Or, donc elle est très respectée dans le monde du théâtre. Je vais vous donner des noms comme ça. Jean Cocteau, c'est un peu la pote d'Oscar Wilde. Et il y en a un autre, voilà, qui lui a fait pas mal d'éloges, Victor Hugo. Voilà, hein. Donc vous imaginez un petit peu le monument vivant qu'est cette femme à ce moment-là, et aussi à quel point ça peut représenter une chance et un énorme coup de pouce dans la carrière d'Edmond. Malheureusement, La Princesse lointaine n'a pas le succès escompté. Un petit coup quoi, on va pas se le cacher, bon, ça fout le seum. Après ça, pendant l'année 1897, il continue d'écrire, et il se lance dans l'écriture d'un projet pendant 9 mois, d'une pièce de théâtre, et il sent que cette pièce elle a quelque chose de particulier. Et arrive enfin la première représentation de Cyrano de Bergerac, le 28 décembre 1897. J'aurais énormément du mal à vous décrire l'accueil énorme et fabuleux que cette pièce a pu avoir. Pour vous dire, les retours étaient dithyrambiques. Alors je sors ce mot à la fois pour me la péter et pour que vous puissiez vous la péter plus tard. Dithyrambique, c'est dire des choses vraiment très très élogieuses, voilà, hyper positives, peut-être même à l'excès. Tout est à l'excès ce soir-là. La foule, elle est folle, elle applaudit à chaque acte. Et surtout, le détail que moi je trouve incroyable, il y a eu plus de 40 rappels à la fin de la représentation. 40 rappels, pour vous situer le truc, c'est 2 heures de plus dans la salle à applaudir en discontinu. Voilà, on voulait pas que les comédiens partent, personne du public voulait partir, enfin bref, c'est incroyable. Et ce succès a complètement englouti Edmond Rostand, mais pas de manière positive. Je vais expliquer un peu plus en détail pourquoi un peu plus tard, mais d'abord restons un petit peu dans la frénésie de cette réussite incroyable. En 1898, il obtient la Légion d'honneur. Et il y a carrément le président de la République, Félix Faure, qui vient le 6 janvier y assister en famille. Le 30 mai 1901, Edmond Rostand est élu à l'Académie française et il devient alors le plus jeune académicien. Bon, il devient le plus jeune académicien, mais en fait, il n'arrête pas de retarder son entrée, donc finalement, il y rentre qu'en 1903. Mais quand même, ça reste le plus jeune. Et là, je m'arrête 2 secondes. Quand Cyrano de Bergerac est sorti, en mode c'est un film, quand Cyrano de Bergerac touche pour la première fois la scène et a un accueil exponentiel. Comme je vous l'ai dit, ça engloutit la vie et la carrière d'Edmond Rostand. En fait, après ça, il a eu beau créer d'autres choses, ça n'est jamais arrivé à la hauteur de Cyrano. Et pour vous dire, en fait, à la fois, il y a eu énormément d'éloges, mais il y a eu aussi beaucoup de critiques très virulentes à son sujet. Par exemple, le pamphlet de Jean Rectus, pardon, mais je sais pas dire ton nom, un bluff littéraire, le cas Edmond Rostand. On le voit de partout, il est partout, c'est un héros national, la figure de Cyrano est prise dans tous les sens, et en fait, l'œuvre, elle est complètement volée à son auteur. Après, c'est ça, plus une œuvre est connue, plus elle échappe à son auteur. Et ça a été exactement ça, Cyrano. Et surtout, avec le cadre historique de l'époque, on va pas rentrer non plus dans les détails. Voilà, la figure de Cyrano, ça... On est dans une France très divisée, donc à ce moment-là, ce personnage de Cyrano, voilà, gascon, bon vivant,
grand guerrier, grand poète, bah, ça plaît à tous les Français et ça fait un peu en mode on est à nouveau tous copains, on est à nouveau tous solidaires. Donc il y a vraiment des éléments politiques qui rentrent en compte, alors que l'œuvre n'était pas du tout faite pour ça. Et ça plaît pas vraiment à Edmond, parce que c'était pas son but à la base. Et en fait, le but de l'œuvre a complètement été modifié, tortillé aux personnes à qui ça a arrangé à ce moment-là. Bref, cette vidéo, elle est pas sur l'artiste Edmond Rostand. Mais, quoi ? Je t'emmerde. Mais en fait, en creusant un petit peu la vie de cet homme, eh bien, j'ai vraiment eu l'impression, et je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais en tout cas dans les témoignages, dans les petits docus sur lesquels je suis tombée, sur les archives et tout, on le décrit vraiment comme une personne sensible, passionnée, et qui a juste envie de créer, et qui n'est pas toujours sûr de lui. Et après la création de Cyrano de Bergerac, il a souffert du syndrome de l'imposteur. En écrivant certaines lettres, on voit en fait qu'il avait l'impression que c'était une erreur, qu'il ne méritait pas cet engouement autour de son travail, et franchement ça l'a suivi très longtemps. Après il a essayé d'écrire d'autres choses comme L'Aiglon ou Chanteclair, mais déjà c'était plus pessimiste et les critiques étaient... Voilà, il y avait tout le temps des comparaisons, etc. Bon, il y a un truc positif quand même, d'ailleurs, on peut le visiter, donc c'est pour ça aussi que j'en parle. Grâce à l'argent de sa pièce, il s'est construit une petite maison, la Villa Arnaga, qu'on peut visiter aujourd'hui, où il y a beaucoup d'éléments qui rappellent sa pièce. Le bureau, il a écrit la pièce, et d'ailleurs, c'est assez important pour moi, à l'époque, de le souligner, il y avait l'eau courante pour tout le monde, domestique compris. Comment il a pu, comment on peut visiter le bureau où il a écrit sa pièce, il a créé cette maison avec les sous qu'il a gagnés? Non, mais parce qu'en fait, il y a le bureau qui a été transféré, c'est ça que je veux dire. Mais, et puis la maison, il y a plein de rappels. C'est pas la pièce, le bureau. Ouais, c'est pas la pièce, le bureau, pardon. C'est le bureau, le meuble. Une personne sensible et très humaine. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée. En lisant et tout, on voit à quel point, en fait, c'est vraiment l'œuvre qui a bouffé l'artiste jusqu'à la moelle, quoi. Et après ça, Edmond, faut savoir aussi qu'il était quand même de faible constitution. Il essaye à tout prix de s'éloigner de Paris et tout. Et au final, il reste un petit peu dans sa villa Arnaga, mais il n'y restera que 12 ans. Malheureusement, le 2 décembre 1918, Edmond Rostand succombe de la grippe espagnole à seulement 50 ans. Voilà un petit peu sur la vie de l'auteur, un grand passionné de la bourgeoisie française qui, sans le vouloir, s'est fait bouffer par son œuvre. On continue. Alors, vous inquiétez pas, on arrive bientôt à enfin parler du cœur de la pièce, mais encore une fois, je vais placer un petit peu de contexte pour montrer à quel point cette arrivée était assez incongrue dans le monde du théâtre. Ça a fait vraiment contraste avec le reste des créations et le reste d'autres auteurs qui a pu être, et tout ça. La France, c'est à la fois un pays très riche culturellement, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a aussi beaucoup de divisions. On a subi des traumatismes de guerre, et avant Rostand, il y a eu toute la période du romantisme, avec Victor Hugo notamment, en gros. Pour faire bref, parce que je sais que Victor Hugo, au moins comme ça, on se le redit. Et surtout, les œuvres qui sortent au moment où Cyrano apparaît, c'est pas du tout le même thème. On a par exemple le fameux et le célèbre J'accuse de Zola, et les auteurs sont pas du tout dans les choses héroïques, dans les histoires d'amour. On n'est plus du tout là-dedans, quoi. En fait, Edmond, c'est un petit peu, vous savez, le pote qui a un peu rien à faire là en soirée, qui sait pas trop quoi dire, et tu vois qu'il sort du lot parce qu'il est pas à l'aise d'être là. Moi je le vois un petit peu comme ça dans le monde du théâtre, à ce moment-là en tout cas. Le monde du théâtre, il est un peu en crise en cette fin du 19e siècle. Le théâtre en France, il a connu un énorme épanouissement, et maintenant il faut faire beaucoup d'efforts intellectuels. Pourquoi le théâtre doit faire beaucoup d'efforts? À cause de l'arrivée du cinéma. Et oui, le grand art rival du théâtre est enfin né. Donc là, on sent un petit peu l'inquiétude des différents dramaturges, metteurs en scène, tout ça, et des acteurs. Ils sont face à un mastodonte qui va prendre de plus en plus de place. Donc cet effort intellectuel, il faut vraiment beaucoup le rentabiliser. Il faut faire pas mal d'argent parce que le public a faim et le public en redemande toujours plus. Et pour le moment encore, le théâtre reste quand même le plus grand divertissement par l'image. Donc l'appétit envers le théâtre devient de plus en plus gros, et donc la production doit produire toujours plus, toujours plus. Malheureusement, quand on produit plus, ça veut dire quoi, Hugo? Oui, mais quand tu fais beaucoup de choses, enfin quand tu... Oui, et puis c'est de moins bonne qualité, voilà. Ah, c'est pas faux. Plus on te demande de produire, plus tu vas baisser ta qualité. Donc il y a de plus en plus d'auteurs
pas très ouf qui commencent à apparaître. Je vous donne quelques grands noms de l'époque à ce moment-là, qui sont pas mauvais, tiens à préciser. Il y a par exemple Maeterlinck, Georges Feydeau, Eugène Labiche, Alexandre Dumas et Alfred de Vigny. Et le genre phare, celui voilà qui est un petit peu la star en ce moment dans le théâtre, où tu sais que si tu écris ça, ça va faire un carton, c'est le vaudeville. Je tiens juste à faire une petite anecdote parce que j'étais très fière de l'avoir remarqué. En 1898, c'est la date de naissance de Brecht, qui est juste le gros metteur en scène du XXe siècle. Bon, ça sera pour plus tard, mais voilà. Pour les gens qui connaissent Brecht et qui se souviennent pas de sa date de naissance, bah c'est là, c'est en 1898, voilà. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. On continue. Cyrano dans tout ça. Une comédie héroïque en 5 actes écrit en vers. Qu'est-ce que ça fout là? Genre, il n'y a aucune pièce de théâtre qui est écrite en vers depuis un bail. Et surtout, une comédie romantique... une comédie héroïque. En fait, dites-vous, à ce moment-là, se dire qu'on va écrire une pièce de théâtre en vers, c'est comme aujourd'hui, un réalisateur qui va faire un film en noir et blanc. Muet, avec peu d'images. Et c'est pas en 4K, mauvaise qualité. C'est décalé quoi, en gros, c'est ça que je veux dire, c'est un peu en retard quoi. Excusez-moi, je cherche des exemples, c'est plus facile. Edmond, il passe vraiment pour quelqu'un d'arrière-garde. En fait, c'est une pièce qui est arrivée 50 ans en retard. C'est plutôt quelque chose qui aurait dû être là pendant le romantisme. Et on voit qu'il s'est beaucoup inspiré de Victor Hugo, et un peu de Musset, et de Molière, et de plein d'autres trucs. En fait, dites-vous, les grands dieux d'Edmond à ce moment-là, genre les Gaules, les exemples, les papas spirituels, et je vais me calmer, pardon. Les grandes inspirations d'Edmond, c'est Cervantes, Victor Hugo et William Shakespeare. Edmond fait preuve d'innutrition. Hop là, second mot pour se la péter. Hugo, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, innutrition? Avec grand plaisir, je dois juste revérifier si c'est la bonne définition. L'innutrition, c'est se nourrir de la littérature qui nous a précédés. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, tu peux retourner sur ton téléphone et t'en battre les couilles de ce que je fais. Voilà, donc il y a une masse d'auteurs qui font leur truc et qui sont à la mode, qui sont du moment, parce qu'il y a vraiment une évolution dans l'art hein, qui évolue avec la société. Mais c'est ça que j'aime beaucoup dans une pièce de théâtre, c'est que tu vois à quel point l'environnement forme aussi la pièce et l'auteur. Edmond, il est en mode « je m'en bats les couilles ». Moi, je vais faire une pièce et ça se déroule au XVIIe siècle. Et si on veut faire chier dans la précision, je vais faire une pièce de théâtre dans la première partie du XVIIe siècle. Ok, donc cette pièce, c'est vraiment un alien. Et enfin, la dernière source qui a beaucoup inspiré Cyrano de Bergerac, si ce n'est même la première et la plus importante, ce sont les romans de Cap et d'épée. Donc par exemple, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. D'ailleurs, on voit pas mal de ressemblances entre D'Artagnan et Cyrano, à part que D'Artagnan est beau et Cyrano est moche. Mais bon, on peut pas tout savoir. Ok, donc enfin, vous avez eu l'auteur, vous avez eu le contexte, vous voyez à quel point cette pièce apparaît comme un alien total. Il y a du vaudeville, il fait pas de vaudeville, on veut parler de ce qui se passe en ce moment, lui, il part au XVIIe siècle. On est à fond sur des héros, des gens beaux, lui, il est sur un anti-héros qui s'en fout, qui est moche et qui rate absolument tout dans sa vie. C'est bon? Allons-y pour ma partie préférée, l'œuvre. Eh bien non, cette vidéo s'arrête ici et j'espère que ces 2 premières parties vous ont plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous avez appris des choses ou s'il y a des choses que vous connaissez et que je n'ai pas dit, ça me ferait plaisir de savoir. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo où là je parlerai de l'entièreté de l'œuvre de Cyrano de Bergerac. C'était Art Addict et je vous dis à très bientôt pour cette prochaine rubrique.